Bonjour, c'est Eric Swinski pour Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Sowinski. Eric est américain, médaillé de bronze aux mondiaux en salle de Portland en 2016 sur 800 mètres et double champion du monde de relais 4x800 avec l'équipe des États-Unis. Dans cet épisode, Eric nous parle de sa carrière sur 800 mètres, de son incroyable longévité sur la distance, mais aussi des circonstances qui l'ont amené à devenir lièvre et des difficultés du métier. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Salut Eric, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Comment tu te présentes en général quand tu rencontres des gens pour la première fois ? En dehors de l'athlète, je veux dire. Je leur dis que je suis athlète professionnel, que je cours, et en général ils me demandent si je fais du marathon. Et là je dois leur expliquer que c'est un peu trop long pour moi le marathon. Ok. Quand t'avais 10 ans, tu rêvais de faire quoi plus grand ? Enfant, je faisais beaucoup de baseball et de basket, donc j'ai toujours voulu devenir sportif professionnel, mais j'aurais jamais cru que ce serait en athlète. Pourquoi ? Parce que je courais pas du tout à cette époque-là en fait. J'ai commencé à courir au lycée, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Ok. Avant ça, je jouais beaucoup au foot, enfin ce que vous appelez le foot en Europe, au basket, au baseball. Voilà, c'est surtout ces sports-là qui m'intéressaient. Et comment tu t'es retrouvé à faire de l'athlète alors ? En fait, quand j'avais 15 ans, le coach m'a dit que j'étais trop petit pour jouer dans l'équipe de foot du lycée. Ok. Et comme j'avais des potes qui faisaient du cross avec le lycée, j'ai décidé de faire comme eux, du cross et puis après de l'athlé. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à courir. J'avais 15-16 ans à l'époque. Et t'avais déjà l'esprit de compétition à l'époque ? Ah ouais, j'ai toujours eu l'esprit de compétition. Je pense que ça m'a vraiment aidé par la suite d'ailleurs à l'université et après pour passer pro. J'adore la compète. Ouais. Je sais que ça fait longtemps que tu t'entraînes avec ton coach actuel, Joey Woody. T'as commencé quand à t'entraîner avec lui ? Ouais, à l'automne 2008, donc ça fait quasiment 15 ans maintenant. Vous vous êtes rencontrés comment ? C'était mon coach à l'université en fait, c'est lui qui m'a recruté quand j'étais au lycée. Je suis allé à l'université d'Iowa, il était entraîneur adjoint là-bas à l'époque. Donc il m'a coaché pendant tout le temps où j'étais à l'université et après. J'étais pro depuis quelques années quand il a été nommé entraîneur principal à l'université, mais il continue à me coacher en parallèle et ça fait presque 15 ans maintenant. Ok. Il faisait du 400 et lui, non ? Ouais, c'est ça, du 400 et il a gagné la médaille d'argent aux mondiaux de Paris au début des années 2000. Mais comment t'expliques que ce soit toujours ton coach maintenant, après toutes ces années ? Parce que c'est assez rare quand même, des collaborations aussi longues. Je pense que ce qui aide beaucoup, c'est qu'il a toujours été très transparent avec moi. On communique beaucoup, que ce soit sur la piste ou en dehors. Il a beaucoup d'expérience comme athlète, il a été pro plus de 10 ans, donc j'ai toujours su que je pouvais lui faire confiance, qu'il savait ce qui était le mieux pour moi et pour ma carrière pro. Je sais que voilà, quand il doit décider quelque chose, il se demande toujours ce qui est le mieux pour moi, donc je lui fais confiance à 100%, et c'est tellement plus simple d'avoir cette relation de confiance, d'être à l'aise avec son coach. À aucun moment je me demande s'il a raison de me faire tel ou tel truc. Il me connaît très bien et je sais que je peux me fier à son jugement. Il est un peu comme un deuxième père pour moi, on a vraiment une super relation. Et t'as ton mot à dire dans ce que tu fais à l'entraînement ou il décide tout seul ? Non, on échange beaucoup. Avec les années, on a vraiment appris ce dont j'ai besoin et ce qui m'aide à exceller. Parfois les athlètes s'entêtent à faire les choses d'une certaine façon, mais lui, si un jour il voit à l'entraînement qu'il y a quelque chose qui va pas, que j'ai pas l'air d'aller bien, il adapte la séance, il fait hyper attention à ces trucs-là. Et je pense que ça m'a aussi aidé à durer dans le sport. Il sait ce dont j'ai besoin et voilà, juste en me regardant, il sait s'il doit par exemple alléger la séance ce jour-là pour éviter que je me blesse. Et c'est juste vous deux ou il y a d'autres gens dans ton équipe ? Je veux dire, d'autres athlètes, mais aussi, est-ce que tu travailles avec des kinés, avec des prépas mentaux ? Ouais, alors je fais quasiment toutes mes séances sur piste tout seul, depuis que j'ai quitté la fac en fait. De temps en temps, je vais courir avec des amis, mais je fais le gros de mon entraînement seul. Et t'aimes ça ? Oui. C'est pas toujours facile, mais ça me permet de m'entraîner quand je veux, de bien connaître mon corps et toutes ces répètes que je fais tout seul. Elles m'aident aussi en compète ou quand je suis lièvre parce que j'ai l'habitude de courir sans avoir personne devant moi. Donc si je dois être devant pendant une compète, c'est pas un problème pour moi. Et
Et pour répondre à ta question sur les gens autour de moi, j'ai beaucoup de chance parce que même après mes études, toute l'équipe de l'université m'a dit si tu as besoin de quelque chose ici, hésite pas. Donc je me fais aider par des gens de là-bas pour la prépa physique, la muscu, tout ça. Et c'est cool de pouvoir compter sur eux aussi, ouais. T'es basé où exactement? Alors, j'ai passé 14 ans à Iowa City et l'automne dernier, j'ai déménagé dans le Colorado pour des raisons personnelles, mais je continue à m'entraîner avec mon coach de l'université. Je vais toujours là-bas pour certains entraînements ou d'autres trucs, mais maintenant j'habite près de Denver, dans le Colorado. Alors, tu t'es fait connaître dans le monde de l'athlé en 2013, quand tu as battu le record des États-Unis du 600 mètres. C'était aux Mirrors Games. Tu peux nous raconter l'histoire? Parce que je pense qu'à la base, tu ne devais pas courir cette course-là, si? Tu peux nous raconter? Ouais, c'est un bon souvenir. Donc en fait, la saison en salle de 2013, c'était ma première saison pro. J'avais pas de contrat à l'époque, rien du tout. Je suis allé en Europe pour des meetings en salle. C'était une grande première pour moi. Avant ça, j'avais jamais quitté les États-Unis, j'avais même pas de passeport. Donc oui, j'ai fait quelques compètes en Europe et j'ai plutôt bien couru. J'ai notamment fait un bon 600 à Moscou en janvier. Donc j'ai fait quelques compètes et puis je suis rentré aux États-Unis et je me souviens, c'était un mercredi après-midi. Je venais de faire une séance hyper difficile sur la piste. Il devait être environ 16 heures. Et Ray Flynn, le directeur des Millrose Games, m'a appelé pour me dire qu'un couloir s'était libéré sur le 600 et il m'a demandé si ça m'intéressait. Donc évidemment, ça se refuse pas une opportunité comme ça. Donc j'ai pris l'avion le vendredi, je suis arrivé sur place le vendredi soir pour une course le samedi soir. À l'époque, je travaillais à temps plein dans un magasin de running et donc 5 ou 6 mecs du magasin étaient venus avec moi. Et au final, ouais, j'ai fait une super course et j'ai battu le record des États-Unis en portant un maillot avec le logo du magasin. Et c'était vraiment cool, ouais. Et il y avait qui d'autre dans la course? Les deux favoris, c'était Nick Simmons et Dwayne Solomon. La course avait été montée pour eux. Ils avaient fait 4e et 5e sur le 800 des Jeux de Londres quelques mois avant. Donc c'était eux les favoris, mais moi j'ai bien couru et j'ai créé la surprise. Mais comment t'expliques ta victoire? C'est parce que justement personne s'attendait à ce que tu gagnes? Ouais, je pense, ouais. En 2012, je m'étais arrêté en demi-finale des sélections américaines et après, comme je disais, j'avais fait un bon 600 à Moscou en 1:15.9, je pense. C'était un bon chrono à l'époque. Le record des États-Unis, ça devait être 1:15.6 ou quelque chose du genre. Mais la perf était un peu passée inaperçue et quasiment personne savait qui j'étais, donc pour eux, vraiment, je sortais de nulle part et ils s'attendaient pas à me voir là. Et est-ce que cette course, elle a changé quelque chose pour toi en termes de confiance, peut-être? Est-ce que tu dirais que ça a été un tournant dans ta carrière? Ouais, je pense, ouais. À l'université, je courais toujours devant et ça me faisait pas peur, au contraire. Mais là, j'étais un peu intimidé d'être dans une course aussi relevée. Nick et Dwayne avaient quand même fait une 42 sur 800 alors que moi j'avais fait une 45.9 dans ma dernière course avec l'université. Et pour moi, c'était déjà une progression de fou. Donc le fait de voir que je pouvais rivaliser avec beaucoup de ces mecs, ça m'a vraiment montré que je pouvais y arriver, que j'avais du potentiel. C'est le 600 ta distance préférée? Ouais, carrément. Et c'est dommage que... en salle, il y a parfois un 600 au championnat des États-Unis, ça c'est sympa. J'ai couru quelques 600 en plein air aussi, et je pense que ça aurait probablement été ma meilleure distance. Mais en tout cas, c'est vraiment une distance que j'aime, et c'est dommage de ne pas pouvoir en courir plus souvent. Et tu pensais quoi des lièvres avant de devenir lièvre toi-même? Ouais, c'est marrant parce que j'ai fait tellement de compètes en Europe et partout dans le monde que j'ai partagé ma chambre avec beaucoup de lièvres à ces compètes. Matt Scherer avait fait lièvre sur beaucoup de courses, Bramsom aussi, je connaissais bien ces mecs, je me suis toujours bien entendu avec eux. Quand le lièvre fait bien son boulot, la course est tellement plus facile pour tous les autres. Et je dois beaucoup de mes meilleures courses à de bons lièvres d'ailleurs, donc c'est cool de pouvoir être de l'autre côté maintenant, d'être celui qui aide les autres. Tout à l'heure, je te poserai quelques questions sur le job de lièvre justement, parce que tu es la personne idéale pour ça. Ouais, bien sûr. Mais je voudrais d'abord qu'on parle encore un peu plus de ta carrière perso. J'ai l'impression que tu aimes bien courir en salle. Pourquoi? C'est parce qu'il y a moins de problèmes météo? En fait, je suis juste super à l'aise quand je cours en salle. Tu sais, j'habitais dans l'Iowa tellement longtemps et dans l'Iowa, il fait vraiment super froid l'hiver. Donc on peut quasiment pas s'entraîner dehors, on est tout le temps à l'intérieur. Donc j'ai l'habitude, je suis à l'aise en salle et je pense que c'est pour ça que je suis aussi performant. Je suis vraiment hyper à l'aise sur une piste indoor parce que contrairement à la plupart des autres mecs, je m'entraîne dessus 4 ou 5 fois par semaine et voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai de meilleurs résultats en salle qu'en plein air. T'as aussi gagné les mondiaux de relais 2 fois avec l'équipe des États-Unis. Oui. Sur le 4x8. Ouais, exactement. Ça, c'est aussi une autre distance qu'on voit pas souvent. Ouais. Ça fait plus partie des mondiaux de relais d'ailleurs, si? Non. Tu peux nous parler un peu de cette expérience?
Ouais, c'était super sympa. Aux États-Unis, au niveau universitaire, il y a quelques gros meetings de relais qu'on attend toujours avec impatience chaque année. Pour moi, c'était les Drake Relays où on pouvait courir des relais un peu improbables ou peu connus comme les différents relais medley ou le 4x8. Donc là, c'était cool de pouvoir en refaire après l'université. Et je connais bien beaucoup des autres gars de l'équipe, certains sont de très bons amis. Donc c'était sympa de pouvoir courir ensemble et pas les uns contre les autres pour une fois, de pouvoir représenter les États-Unis. Et en plus, on n'est pas passé loin du record du monde, d'ailleurs, à moins d'une seconde et demie. Donc, ouais, c'était cool de pouvoir faire ça ensemble. Tu as aussi gagné une médaille aux mondiaux en salle de 2016. Ouais, c'est ça. Pour faire une médaille aux mondiaux, en tant qu'Américain, tu dois déjà réussir à être sélectionné dans l'équipe des États-Unis et c'est pas une mince affaire, ça. Ouais. Parce qu'on entend parfois même dire les gens que les sélections américaines, c'est encore plus difficile que les mondiaux. T'en penses quoi? Je pense que c'est probablement un peu plus difficile d'être sélectionné dans l'équipe des États-Unis en plein air qu'en salle, parce que parfois certains athlètes font l'impasse sur la saison en salle. Et quand tu te qualifies pour les mondiaux en salle, il y a tellement peu d'athlètes par rapport aux mondiaux en plein air que tout le monde est vraiment très très bon. C'est pas que le niveau est pas bon en plein air, mais on va dire que c'est encore plus dense en salle. Par exemple, je pense que les séries des mondiaux en salle, c'est le niveau des demi des mondiaux en plein air. Mais oui, l'été, c'est vraiment pas facile d'être sélectionné dans l'équipe des États-Unis. Nous, par exemple, sur le 800, on court toujours jeudi, vendredi, dimanche. Donc en général, il faut faire au moins une 47, une 48 pour passer le premier tour. Parfois, il faut faire moins de une 45-5 en demi pour passer en finale. Et c'est même arrivé qu'il faille faire une 43 pour être sélectionné dans l'équipe des États-Unis. Donc il faut une sacrée forme physique pour réussir à enchaîner 3 courses comme ça sur 4 jours. C'est assez dingue d'ailleurs quand on y pense. Tu te dis pas parfois que ça aurait été plus simple d'avoir une autre nationalité? Ouais, j'y ai pensé, j'avoue. Mais en même temps, quand tu y arrives, quand tu es sélectionné dans l'équipe, tu savoures encore plus parce que tu connais le niveau de tes adversaires et tu sais que tu as réussi à être dans les 3 meilleurs après 3 tours hyper relevés. Donc j'y ai pensé, mais au final, je suis très content que les choses soient comme elles sont. Comment tu te prépares pour différents types de courses quand tu cours le 800? Est-ce que tu as un type de course préféré? Mon époque préférée pour le 800 aux États-Unis, c'était quand Dwayne Solomon et Boris Berrian couraient encore parce que tous les deux ils partaient super vite. C'était pas rare qu'on passe au 400 entre 49,5 et 50,0 et j'étais à l'aise sur ce type de course quand je pouvais les suivre, quand je devais pas être celui qui mène. Ça a toujours été mon type de course préféré, ça. Et voilà, des mecs comme eux me manquent maintenant qu'ils sont plus là parce que maintenant, surtout en championnat et surtout depuis 5-6 ans, les mecs s'attendent un peu toujours à ce que ce soit moi qui mène parce qu'ils ont l'habitude que je le fasse et je gère bien ces courses. Donc ça me manque d'avoir Dwayne et Boris pour mener, mais en même temps j'ai fait tellement de 800 dans ma carrière que maintenant je suis à l'aise quel que soit le type de course. Je veux dire, si c'est lent, je sais ce que je dois faire pour avoir une chance de me qualifier ou de gagner, et pareil si c'est rapide, je l'ai déjà fait plein de fois aussi. Et comment tu te prépares pour ça? Tu t'entraînes pour différents types de courses? Oui, alors c'est pas tant en fait qu'on répète plusieurs types de courses, c'est plutôt qu'on pratique souvent les changements de rythme à l'entraînement. Je pense que c'est vraiment super important pour le 800. On dit souvent que sur un 800 il y a une attaque et il faut être capable d'accélérer à ce moment-là, qu'on soit à 400 mètres ou à 100 mètres de l'arrivée. Donc on pratique beaucoup les changements de rythme à différents moments pour être capable de faire aller les jambes plus vite à n'importe quel moment de la course. T'as une longévité incroyable dans le sport. Je voulais qu'on parle de certaines de tes routines, notamment de ce que tu fais le soir avant d'aller te coucher. Oui. Parce que je sais que tu t'es quasiment jamais blessé de toute ta carrière. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que c'est grâce à ces routines, justement? Oui, je pense. Ouais. Et je pense que de façon générale, ça m'a beaucoup aidé d'avoir certaines habitudes et de m'y tenir. Je dois beaucoup à mon coach et à toute l'équipe autour de moi pour ça. Par exemple, un truc important, on fait de la muscu très régulièrement. Et je pense que c'est pas si courant que ça chez les coureurs de 8. Je fais de la muscu 3 fois par semaine et on fait vraiment de la muscu de sprinter avec beaucoup de charges lourdes. Okay. Donc je pense que ça a beaucoup aidé et quand je suis passé pro après mes études, j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit et que je devais faire attention à ce que je mangeais, avoir certaines routines. Et oui, comme tu disais, j'ai une routine que je fais tous les soirs avant d'aller me coucher. C'est pas long, c'est genre 8-10 minutes, mais je m'étire et j'ai aussi un rouleau de massage. Je sais ce dont j'ai besoin pour me sentir le mieux possible le lendemain et pouvoir m'entraîner comme je veux. Et c'est toujours ce que je réponds aux jeunes athlètes qui me demandent des conseils, qui veulent savoir comment j'ai fait pour réussir dans l'athlète. Je pense aussi que les gens réalisent pas que même si je commençais à mettre en place ces routines maintenant, j'en verrai encore les bénéfices pendant des années et des années. Et on le voit bien avec ma carrière. Ça fait 10 ou 12 ans que je fais les mêmes trucs au quotidien, absolument tous les jours.
Et là, voilà, là, tu vois, j'ai 33 ans, j'ai toujours pas eu de blessure grave et je continue à faire partie des meilleurs. Donc ça montre bien que ce qui peut sembler être des détails fait vraiment la différence sur le long terme. Et donc tu fais quoi le soir exactement avant d'aller te coucher? Des étirements? Ouais, bah, c'est assez simple en fait. Je m'étire et j'utilise un rouleau de massage sur les principaux groupes musculaires. C'est probablement beaucoup de trucs que les gens font à l'échauffement, il n'y a rien de compliqué, mais le fait de le faire tous les jours, ça m'aide à me sentir bien le matin au réveil. C'est le petit truc en plus pour la récup, ça aide pour l'entraînement suivant. Et parfois les gens font pas ça la veille et ils arrivent à l'entraînement avec des courbatures, ils sont pas bien, ou ils sont fatigués. Voilà, moi je sais ce qui fonctionne pour moi, donc je fais toujours la même chose. T'as aussi une routine pour l'échauffement? Ouais, mon échauffement n'a pas changé d'un iota depuis l'époque où je suis arrivé à l'université d'Iowa, donc depuis 2008. Je me souviens que quand je suis arrivé pour le premier entraînement, Coach Woody avait écrit sur un papier l'échauffement dynamique avec le détail de chaque exercice. Et je fais exactement cet échauffement absolument tous les jours depuis presque 15 ans maintenant, que ce soit en compète ou à l'entraînement, je fais exactement la même chose. Tu t'échauffes combien de temps? Environ 1 heure. Ça dépend des horaires de chambre d'appel en fait. Parfois je fais un peu plus. Si je sais qu'on sera en chambre d'appel 30 minutes ou plus, je fais 1h10 d'échauffement parce que je sais que je vais devoir être assis un moment ou marcher jusqu'à la chambre d'appel par exemple. Mais en général, je commence 1 heure avant. Ok. Tu disais que tu faisais de la muscu de sprinter tout à l'heure. Ouais. T'as commencé quand la muscu? À l'université. Et c'est marrant d'ailleurs, je faisais pas de muscu du tout au lycée, que ce soit en athlé, au basket, au foot, vraiment rien du tout. Et quand je suis arrivé à l'université d'Iowa, j'ai vu tous ces mecs qui faisaient de la muscu et moi j'étais complètement largué. Les 2-3 premiers mois, j'utilisais un manche à balai pour apprendre les mouvements que faisaient les autres. Donc c'était clairement pas un de mes points forts à l'époque, mais j'ai vraiment bossé dessus en parallèle de la course pour que ça devienne un de mes points forts justement par rapport à beaucoup de mes concurrents sur 800. T'as des exercices préférés en muscu? On fait surtout beaucoup de hang cleans et de power cleans, donc des exercices d'épaulés. Ça travaille beaucoup des groupes musculaires qui sont ma force. Je suis assez rapide comme coureur de 800. J'ai un bon finish et ces exercices aident beaucoup pour ça. Donc c'est probablement ce que je préfère en muscu. C'est quoi ce dont tu es le plus fier dans ta carrière? Je vais regarder mes notes pour pas me tromper. Est-ce que c'est le fait d'avoir couru plus de 200 fois en moins d'une 50 sur le 800, plus de 100 fois en moins d'une 47, de t'être qualifié pour 6 finales des sélections américaines, d'avoir gagné 3 fois des sélections américaines? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Probablement ma longévité. Il n'y a pas une stat en particulier, mais je pense qu'en athlé, on voit rarement des coureurs durer plus d'une décennie, surtout sur 800 mètres. Et tu sais, j'ai eu des galères, j'avais 0 contrat quand j'ai quitté l'université, j'ai envoyé des mails à absolument tous les agents de la liste de la Fédé américaine et personne m'a répondu, donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Donc de réussir à avoir une carrière aussi longue malgré toutes ces galères, c'est probablement de ça dont je suis le plus fier. Oui. Et tu penses que cette longévité, elle t'a aidé à devenir lièvre? Oui, je pense, ouais. Et je pense que c'est aussi parce que, justement, avec les années, j'ai tissé beaucoup de liens en étant vraiment régulier sur le circuit, comme athlète, je veux dire. J'ai jamais déclaré forfait pour une compète, je connais très bien beaucoup de directeurs de meeting. Ils savent que si je suis au départ d'une course, je vais tout faire pour gagner, que je vais me donner à fond. Et ils veulent quelqu'un de confiant comme ça, et de capable surtout de mener leur course. Ils m'ont vu courir et avoir du succès dans toutes les conditions possibles et imaginables. Et je pense que c'est ce qu'ils recherchent chez un lièvre, quelqu'un qui a été de l'autre côté, qui a toute cette expérience comme athlète. Donc je pense que ouais, ça a beaucoup aidé. Ok. Il y a de grandes différences entre le circuit européen et le circuit américain? Ouais, j'aime beaucoup faire des compètes en Europe parce que parfois je peux faire 3-4 compètes la même semaine en allant direct d'une compète à l'autre. Ici aux États-Unis, c'est pas comme ça du tout. Si on a de la chance, on peut faire des compètes 2 ou 3 week-ends de suite. Mais en général, il y a très peu de compètes la semaine. Donc le fait de pouvoir faire 2-3 compètes par semaine en Europe, ça m'a beaucoup aidé à l'entraînement, c'est toujours sympa, et puis ça a aussi contribué à mon succès par rapport à beaucoup d'autres coureurs de 800 mètres ici aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs de 8 américains qui vont faire des compètes en Europe, donc c'était vraiment une chance pour moi, et c'est toujours super sympa de voyager comme ça pour faire le plus de compètes possible. Comment tu t'es retrouvé à faire lièvre alors? C'était une volonté de ta part ou c'est une coïncidence?
Complètement une coïncidence. La première course pour laquelle j'ai fait lièvre, c'est quand Yomif Kejelcha a battu le record du monde du mile à Boston. On avait eu les championnats des États-Unis en salle la semaine précédente et ils m'ont demandé si je pouvais les aider comme lièvre sur cette course. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc j'ai fait lièvre sur les 800 premiers mètres et à l'arrivée, il y avait le record du monde en salle du mile. Donc c'était vraiment cool. Et après ça, j'ai pas fait lièvre du tout pendant environ 3 ans. Et puis, je me souviens que j'ai couru un 800 à New York en mai 2021 et Spencer Barden, le directeur de tous les meetings en Angleterre et de celui de Doha, m'a contacté. Et il m'a dit qu'ils avaient besoin d'un lièvre pour le 1500 de Gateshead. Donc j'ai pris un avion pour Gateshead à la dernière minute depuis les États-Unis. Je suis arrivé sur place le matin du meeting. J'ai fait lièvre sur le 1500. Je m'en suis plutôt bien sorti. Et tout est parti de là. Après ça, j'ai eu de plus en plus de demandes pour faire lièvre. Donc c'est vraiment arrivé comme ça. J'avais pas prévu de faire lièvre sur cette course. C'était pas mon programme à la base. C'est juste que Spencer a toujours été super avec moi. Il m'a toujours invité dans toutes les compètes qu'il organise. Donc c'était une façon pour moi de le remercier. Et au final, c'est tout bénef pour moi parce que j'ai été engagé comme lièvre sur plein de courses depuis. Mais rien de tout ça a été prévu au départ. J'ai entendu quelqu'un t'appeler le métronome dans un autre podcast. Mais d'ailleurs, t'es musicien, non? Tu joues pas du trombone? Oui, je faisais du trombone au lycée, mais j'en fais plus maintenant. Mais oui, une époque, oui, j'en jouais. Ok. Mais tu penses que ça aide pour le rythme, tout ça? Ah ouais, c'est sûr. J'étais aussi dans la fanfare au lycée, donc c'est pareil, ça aide pour le rythme. Et je pense que l'autre truc, c'est que j'ai toujours été très bon avec les chiffres. J'ai toujours eu des facilités en maths à l'école et au lycée. Donc maintenant, quand il y a un chrono sur la piste, je sais où je dois être à tel ou tel moment d'une course. C'est aussi un avantage. Donc oui, c'est sûr que ces deux trucs ont aidé à être bon comme lièvre. Ça et le fait que ça a toujours été assez facile pour moi d'être dans le bon rythme pendant mes séances à l'entraînement. Comment ça se passe en général? C'est qui te fait venir comme lièvre? C'est les organisateurs? C'est les athlètes directement? Ça dépend en fait. Ça peut être des athlètes, des agents, des directeurs de meeting. Ça dépend, souvent un peu des trois d'ailleurs. En fait, maintenant j'ai tellement de demandes que je suis obligé d'en refuser, mais c'est bon signe au final. Mais oui, j'ai des demandes d'un peu partout. Ma boîte mail est tout le temps pleine. Et ça peut arriver qu'un athlète te demande de venir pour faire lièvre et l'aider, mais peut-être pas à gagner, mais à battre un record personnel, par exemple. Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. Un athlète qui voulait battre son record perso ou le record national et qui voulait un certain rythme en sachant très bien qu'il allait pas gagner la course. Ouais, ça arrive aussi de temps en temps. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des discussions avant la course? Est-ce que tu as ton mot à dire sur le rythme qu'on te demande de faire, par exemple? Ou est-ce que tu fais juste ce qu'on te demande, même si t'es pas d'accord? Alors je fais ce qu'on me dit de faire, mais vu que je viens du 800, je dis clairement que je suis pas très à l'aise au-delà de 1000 mètres sur un 1500. Je pense qu'à partir du moment où je vais pas au-delà de 1000 mètres, je peux imprimer n'importe quel rythme sur un 1500. Mais s'ils veulent un lièvre au-delà de 1000 mètres, j'essaie de leur dire que je suis pas très à l'aise et que je suis sans doute pas la meilleure personne pour ça. Et si je fais lièvre sur un 800, c'est pareil, jusqu'au 600, je peux faire n'importe quel rythme à l'aise. Donc voilà, oui, ça m'est arrivé de devoir dire, si vous voulez absolument un lièvre jusqu'au 1200 mètres sur un 1500, vous ferez mieux de chercher quelqu'un d'autre. Je le prendrai pas mal, je sais que je suis pas la bonne personne pour ça. Donc voilà, j'hésite pas à dire ce que je pense. Ok. Tu crois que c'est quoi le plus important si on veut être un bon lièvre? Je pense qu'il faut pas partir trop vite. On voit parfois sur 1500, surtout, quand le lièvre doit passer au 800, je sais pas, une 51 ou une 52, parfois il fait le premier 400 en 52 ou 53, et ça a tendance à vraiment fatiguer beaucoup les mecs derrière, donc voilà, il faut pas partir trop vite. Et dans mon cas, j'ai été lièvre tellement de fois, et c'est souvent pour les mêmes mecs, donc maintenant ils savent que je vais imprimer le bon rythme sur le premier 200, donc c'est pas la peine de partir trop vite et d'être devant moi. Ils savent qu'il suffit juste de se mettre juste derrière moi et que je vais les amener sur le bon rythme, donc c'est le plus important pour moi, de pas partir trop vite pour pouvoir être utile. En général, on te donne quoi comme consigne? Alors, c'est juste un temps au 1000, par exemple, pour le moment où tu t'arrêtes, ou est-ce qu'il y a aussi des temps de passage? En général, on me donne des temps de passage, par exemple au 400, au 800 et au 1000. Souvent, on me demande un rythme aussi un peu plus rapide pour le premier 400 pour étirer un minimum le peloton. Et l'un des trucs les plus difficiles qu'on m'ait demandé, c'était il y a 2 ans, quand Jakob Ingebrigtsen voulait passer au 1000 en 2,21, mais avec un rythme régulier du début à la fin, 22, 22, 22, 22. Ça, c'est un peu plus difficile pour moi. Mais ça dépend de ce qui convient le mieux à l'athlète. Tu dirais que c'est quoi le plus difficile quand on est lièvre?
Difficile comme question. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile. En tout cas, ce qui me stresse le plus, c'est de savoir que c'est en partie grâce à moi ou à cause de moi si l'athlète atteint ou passe son objectif dans la course. Donc, je veux vraiment bien faire mon job. Je sais que ce ne sera pas parfait à chaque fois, mais en tout cas, je veux faire toujours de mon mieux pour faire ce qu'on me demande. Je pense que c'est ça le plus difficile pour moi, de réussir à pas trop stresser. Je sais que je suis un bon lièvre, mais ça m'arrive quand même de douter de temps en temps. Et tu stresses plus quand t'es lièvre ou quand tu cours pour toi-même? Probablement quand je fais lièvre, parce que quand je cours pour moi, je dois pas autant réfléchir. Je regarde pas le chrono, je regarde pas les autres athlètes. Quand je cours pour moi, je sais où je dois me trouver par rapport aux autres. Je sais que je vais essayer d'accélérer à 200 ou à 150 mètres de l'arrivée, et parfois ça marchera, parfois non. Mais quand on est lièvre, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit toujours réfléchir, regarder où sont les autres, et je trouve ça un peu plus stressant. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à des athlètes qui voudraient devenir lièvres? Je pense qu'il faut avoir confiance en soi et aussi continuer à faire des compètes soi-même, parce qu'on ne peut pas simuler la compète à l'entraînement. Rien remplace la compète, le fait de pousser son corps comme ça. Ça m'aide beaucoup, en tout cas moi personnellement. Je continue à faire des meetings plusieurs fois par an et j'ai toujours un plutôt bon niveau. Je pense que ça m'aide à être plus à l'aise comme lièvre. Si je suis capable de faire un 800, une 44 ou une 45, après c'est assez facile de passer au 800 ou une 51 comme lièvre. Donc à l'entraînement, l'objectif c'est pas une 51. Je m'entraîne toujours pour faire partie des meilleurs sur 800. Je pense que ça aide beaucoup. Je me fais confiance physiquement. Je sais que j'ai toujours la forme physique pour faire lièvre tous les 2-3 jours si on me le demande. T'as changé des trucs dans ton entraînement depuis que t'es lièvre? Non, rien du tout. Je m'entraîne toujours à 100% comme un spécialiste du 800. Je fais ça parce que c'est ça qui a marché par le passé, donc on fait ça. Et après, si je fais lièvre, que pour une seule course à un meeting, parfois je fais une petite séance après pour simuler un peu ce qu'on ferait à l'entraînement, mais non, en tout cas ça change rien à la structure de ma semaine, le fait d'être lièvre quelque part ou de juste m'entraîner pour le 800. Ok. Ça t'arrive que les athlètes derrière toi te suivent pas? Parce que normalement, je suppose que les athlètes pour qui tu fais lièvre, ils te suivent. T'es là pour les aider. Oui. T'es là pour ça. Mais s'ils suivent pas, tu fais quoi? Je sais pas toujours pourquoi ça arrive. Je pense que ça arrive moins souvent sur le 1500 que sur le 800. Sur le 1500, les mecs suivent en général un peu mieux que sur le 800. Je sais pas pourquoi. C'est marrant, sur les grosses courses de 800, bizarrement tout le monde veut toujours un premier 400 en 50.5. Je me souviens à Doha l'année dernière, il m'avait demandé 50.5 justement. C'était la première grosse course de l'année pour beaucoup de mecs, et au moment de me rabattre, il y avait personne avec moi. Ils étaient tous hyper loin. Donc évidemment, j'ai ralenti pour essayer de les aider et faire mon job, mais au final, on était passé en 54. On devait passer en 50.5 et on est passé en 54. Donc ça arrive, mais ça me dérange pas. Il faut juste que je m'adapte et que je fasse ce qu'il faut pour essayer de les aider quand même. Mais c'est quoi ta mission? T'es payé dans tous les cas? Parce que si t'es tout seul devant, tu sers à rien en fait, et t'aides personne. Ouais. Mais si tu ralentis, ça veut dire que tu fais pas ce qu'on t'a demandé. Ouais. Alors je suis payé de toute façon, et je pense que maintenant la plupart des directeurs de meeting me connaissent assez bien pour savoir que j'ai l'expérience pour savoir ce que je dois faire pour aider les athlètes, et au final c'est ça le job du lièvre, non? D'aider les athlètes. Donc si je suis 20 ou 30 mètres devant, je sers à rien, donc je m'adapte un peu pour qu'au moins ils aient quelqu'un à suivre. Mais personne ne s'est jamais plaint quand j'ai fait ça. En tout cas pas encore. Tu utilises beaucoup l'écran, s'il y en a un dans le stade? Oui, les écrans, c'est vraiment bien pour savoir où sont les autres sans devoir se retourner et risquer de mettre le pied sur la liste. Donc je me sers toujours des écrans quand il y en a, ça dépanne bien. Alors on s'est rencontrés à Liévin, cette année et l'année dernière. Les 2 fois, il y avait 2 lièvres sur le 1500, toi et Julien Ranck. Comment ça marche dans ces cas-là? Toi, tu t'arrêtes aux 1000 mètres et lui aux 900 mètres, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous parlez avant? C'est qui a le job le plus difficile des deux? Oui, en général, c'est moi le premier lièvre, donc j'ai pas trop l'habitude d'être le deuxième. Mais Julien a fait du super boulot les 2 fois. Je pense que c'est probablement plus stressant pour lui parce que c'est lui qui est devant et il doit pas partir trop vite. Mais oui, on discute avant. Il a confiance en lui et je sais qu'il va faire le job, donc ça me permet de réfléchir un peu moins parce que je sais que j'ai juste à le suivre
Et s'il fait ce qu'on lui demande, qu'il s'arrête après 800 ou 900 mètres, il me reste pas grand-chose à faire après. Mais oui, ça a changé pour moi parce qu'en général, je suis le premier lièvre sur 1500 et pas le deuxième comme là. Mais pourquoi 2 lièvres? C'est quoi l'intérêt? Je pense que l'intérêt d'avoir 2 lièvres, c'est que même si l'un des deux se sent pas bien ou est pas dans un bon jour, il y a toujours l'autre pour aller jusqu'aux 900 ou 1000 mètres. Parce que pour la plupart des athlètes, c'est la distance idéale pour le lièvre. S'il y a quelqu'un pour les amener jusqu'aux 1000 mètres, après ils peuvent faire les 500 mètres restant tout seuls sans trop de problèmes. C'est pour ça qu'il y a souvent 2 lièvres sur les gros meetings, parce qu'un mauvais jour ça peut arriver. Il y a des jours où ça va moins bien, même pour les lièvres. Donc je pense que c'est une sécurité supplémentaire pour ces compètes. Tu utilises la Wavelight? Ça t'aide? Oui, je pense que ça peut aider, surtout quand c'est une course pour un record, que les mecs veulent suivre ce rythme-là. Après, on a aussi vu des courses où la Wavelight sert à rien, mais pour moi, en tant que lièvre, c'est clair que ça me simplifie le boulot. Je dois pas regarder le chrono du tout, surtout si les mecs me suivent. J'ai juste à regarder les voyants bleus et verts et à les suivre. Je le prends pas mal, hein, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un lièvre quand on a déjà la Wavelight? Ouais, non, mais c'est une question qu'on me pose souvent. L'intérêt du lièvre, c'est d'avoir quelqu'un devant soi quand on court. Les athlètes regardent pas du tout la Wavelight, en fait. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils regardent juste le lièvre et que c'est le lièvre qu'ils suivent. Et après, quand on est en extérieur, il y a aussi la météo qui joue. Ouais. Donc, c'est sûr que la Wavelight, ça aide les lièvres, mais pour les athlètes, c'est bien de pouvoir suivre un lièvre, ça fait faire moins d'efforts. Et d'ailleurs, je sais par expérience que les mecs, et surtout sur 1500, ils aiment pouvoir suivre un lièvre pendant 2/3 de la course. C'est pas pareil de suivre un témoin lumineux. C'est un peu plus stressant d'être le mec devant que de suivre derrière. Donc tu penses pas que la Wavelight va te piquer ton job? Ah bah il y a un risque s'ils trouvent un moyen d'ajouter une silhouette à suivre associée à la Wavelight, on sait jamais, ça arrivera peut-être, mais si on en reste à la Wavelight, je pense que j'ai encore du boulot pour quelques années. Enfin, j'espère. Ok. Est-ce que c'est plus facile d'être lièvre en salle parce qu'il n'y a pas de vent? Parce que t'es vraiment devant, toi. Parfois, oui. Ça dépend. Perso, je préfère les compétitions en plein air parce qu'en général, il y a un chrono tous les 100 mètres. Ok. Donc, je peux regarder le chrono 4 fois par tour. En salle, parfois, il y a juste un chrono à l'arrivée. Et encore, ça m'est arrivé de faire lièvre à des endroits où il n'y avait même pas de chrono à l'arrivée. Le chrono était sur le tableau d'affichage, là-bas tout en haut, donc je galérais à regarder. Donc ça dépend un peu où a lieu la compète. Mais oui, je suis plus à l'aise en extérieur parce que la plupart du temps, il y a 4 chronos. Ça aide pour calculer et savoir ce que je dois faire. Après, la météo, ça me dérange pas trop. Mais comment tu fais si tu peux pas voir le chrono? J'ai eu quelques expériences un peu bizarres en salle cette année. J'avais pas pu voir la piste la veille à cause du voyage et je savais pas du tout où était le chrono, donc j'étais là à le chercher de partout. Mais c'est aussi là qu'on voit la différence entre les bons et les mauvais lièvres. Je sais à quel rythme je dois aller pour faire 55 ou 56. Ça aide, ça me rassure toujours de voir un chrono pour avoir la confirmation que je fais ce qu'il faut. Mais en général, je peux me fier à mes sensations. Je sais ce que je dois faire. Même sans chrono, je suis jamais très loin. J'ai quelques questions un peu bêtes, mais le ridicule ne tuant pas, je me lance. Ok. Est-ce que tu as le droit de faire lièvre pour des femmes? Je pense pas. Je pense que dans une course mixte, je pourrais, mais je pense pas qu'un homme puisse faire lièvre pour une femme dans une course homologuée par World Athletics. Ok. Est-ce que tu as le droit de faire lièvre pour la deuxième partie de course? Par exemple, si un autre lièvre fait la première? Je pense. J'ai jamais vu personne le faire, mais je me suis déjà posé la question, si je fais le premier 800 d'un 1500 et après je m'arrête pendant le 400 suivant, est-ce que je peux courir le dernier 300? Je sais pas. Je pense qu'il n'y a rien qui l'interdit, mais peut-être que c'est un peu contraire à l'esprit de la course. Peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a rien qui l'interdit. Et tu as le droit de finir la course? Je suppose que tu as le droit de finir la course, mais est-ce que tu as le droit de gagner si tu es en forme ce jour-là? On m'a jamais précisé que je devais pas, en tout cas. Il y a eu 2-3 800 où j'ai pensé, par exemple, à Doha l'année dernière, quand ils sont passés au 454, et le vainqueur a gagné en 1,48 ou 1,49. Je me suis dit, je pourrais probablement être à la bagarre là, mais je veux pas gâcher la course de quelqu'un d'autre, et puis ça compromettrait mes chances qu'on me prenne comme lièvre pour d'autres courses. Donc j'y ai pensé, mais je pense que je le ferai jamais, non. Est-ce que tu fais des stats, des records auxquels tu as contribué, que ce soit des records du monde, des records nationaux, des records personnels?
Je le faisais pas, mais récemment quelqu'un me l'a suggéré justement et m'a dit que ce serait une bonne idée. Donc j'ai commencé à me replonger dans certains résultats. Je sais que quand Matt Scherer était lièvre, il avait un site internet sur lequel il écrivait tous les records pour lesquels il avait été lièvre, les records nationaux, les records personnels et tout ça. C'est sympa des stats comme ça, donc je vais essayer de faire la même chose. J'ai commencé. En cas de record du monde, l'athlète est toujours contrôlé. Il y a toujours un contrôle antidopage. Est-ce que tu es aussi testé dans ces cas-là? Alors, je suis encore testé à titre personnel à cause de mes perfs sur 800, donc je suis souvent testé hors compétition. On ne me teste pas juste parce que quelqu'un a battu un record du monde. Le lièvre n'est pas testé dans ces cas-là. Mais ça m'est arrivé à certains meetings, quand ils décident par exemple que celui qui aura l'autocollant 10 sur la cuisse se fera tester. Si c'est moi qui ai le 10, c'est moi qui suis testé. Donc ça m'arrive d'être testé quand je suis lièvre, mais c'est pas parce que quelqu'un a battu un record du monde. Est-ce que tu comprends les puristes qui sont contre le principe du lièvre parce qu'ils pensent que c'est contraire à l'esprit de la course? Oui, j'entends l'argument, mais je pense aussi que les minima sont devenus vraiment difficiles maintenant pour les mondiaux et les jeux. Et c'est dur de faire ces chronos-là tout seul. Donc je comprends la position des puristes, mais je pense qu'on a les courses de championnat pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de lièvre aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Tant que les niveaux de perf requis pour les grands championnats seront aussi élevés, les gens préféreront toujours qu'il y ait des lièvres, et surtout les athlètes. Tu disais tout à l'heure que tu faisais toujours des compètes, toi à titre personnel. Oui. Comment tu vois les années qui viennent pour toi? Oui, alors j'ai fait une 45-5 l'année dernière avant les sélections américaines et après j'ai chopé le Covid pour la première fois, 8 jours avant les sélections. J'ai quand même réussi à passer tous les tours et à arriver en finale, mais j'ai pas couru comme je voulais en finale. Je pense que je fais toujours partie des meilleurs coureurs de 8 des États-Unis. Est-ce que je pense être un des 3 meilleurs sur une course? Peut-être pas, mais je pense que je peux être l'un des 3 meilleurs s'il faut enchaîner 3 courses en 4 jours. Donc je pense que si je continue comme ça, je peux au moins me donner une chance d'être encore une fois dans l'équipe des États-Unis dans un grand championnat avant de prendre ma retraite. Et c'est probablement mon principal objectif maintenant en ce qui concerne ma carrière perso. T'as toujours pas de sponsor? Non, toujours pas. Non. J'ai eu quelques échanges avec 2-3 marques, mais rien de concret pour le moment. C'est un truc de dingue quand même. Mais c'est marrant parce que je sais pas trop pourquoi j'ai pas de sponsor, parce que quand j'étais athlète, ce que les entreprises voulaient toujours, c'était qu'on passe à la télé, qu'on se montre. Et maintenant, quand j'utilise l'argument pour convaincre ces mêmes personnes, ça les intéresse pas. Et c'est marrant quand on y pense, parce que pour le coup, je passe quand même beaucoup à la télé, dans beaucoup de grosses courses. C'est quasiment même moi qu'on voit le plus. Donc voilà, donc je sais pas trop pourquoi j'ai pas de sponsor, mais je peux pas y faire grand chose, donc je me concentre sur ce que je fais sur la piste pour être le plus visible possible, et si ça intéresse quelqu'un, tant mieux, mais c'est pas le cas, non, c'est pas le cas pour le moment. Qu'est-ce que tu pourrais apporter à un sponsor selon toi? Je pense qu'au-delà de la visibilité qu'on peut apporter, en fait, je pense que beaucoup de marques, de gens dans le marketing du sport voient pas tout ce que beaucoup d'athlètes font en coulisses. Ils pensent pas au sport amateur. Tu vois, moi, je dis jamais non quand on m'invite dans un podcast ou pour une interview, ou si un athlète m'écrit sur Instagram ou sur Twitter, je réponds toujours aux questions, j'essaie vraiment de l'aider, de lui apporter quelque chose pour sa pratique de l'athlète. Et ça, c'est positif pour le running et l'athlète en général. Au niveau amateur, je suis toujours prêt à aider, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de marques ne voient pas. Ils nous voient à la télé, mais ils ne voient pas forcément ce qu'on fait en coulisses. Donc c'est ça que j'essaye de leur dire. Je ne cherche pas à avoir un contrat mirobolant, juste quelque chose qui pourrait m'aider au quotidien. Je pense que j'apporte beaucoup au sport, et il y a beaucoup de jeunes athlètes qui m'admirent parce que je les ai aidés, justement. Et je pense que c'est quelque chose de positif pour une marque, ça. On sait qu'il y a beaucoup de règles sur les sponsors. Aux Jeux Olympiques, par exemple, les athlètes ne peuvent pas parler de leur sponsor personnel. Il y a une règle pour ça. Ouais. Tu penses qu'il faudrait changer certaines règles pour que ça soit plus simple pour les athlètes de trouver des sponsors? Oui, je pense que les choses pourraient être plus simples. Je pense que le plus dur, c'est qu'on a seulement le droit à un logo d'équipementier sur le maillot.
Parfois, on a le droit à un autre logo de l'autre côté du torse, mais c'est hyper réglementé. Perso, ce serait beaucoup plus simple si je pouvais faire comme les pilotes de Formule 1 et avoir 10 logos différents à l'avant de mon maillot. Comme ça, au lieu de devoir trouver une entreprise qui accepterait de payer la somme qu'il me faudrait pour vivre confortablement, je pourrais avoir 10 sponsors différents qui se répartiraient le montant. Je comprends pourquoi il y a des règles, mais pour moi, ce serait tellement plus simple si les règles étaient un peu moins strictes et si je pouvais donner plus de visibilité à plus de gens. Les athlètes auraient moins de mal à trouver des sponsors si on pouvait faire ça. Qu'est-ce que les fans d'athlètes savent pas sur la vie de sportif professionnel sur le circuit? Parce que il y a certaines personnes, certains enfants qui vous voient à la télé, qui rêvent de faire comme vous, mais qu'est-ce qu'ils savent pas? Alors, c'est pas facile tous les jours, il faut beaucoup travailler. Tu vois, moi, pendant la saison en salle, par exemple, j'ai fait 3 allers-retours, États-Unis-Europe, en quoi 3 semaines. Et je voyage pas en première classe, hein. Je suis en classe éco, donc... Donc attention, hein, je me plains pas, j'adore faire ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même train de vie que certains joueurs pros de foot ou de basket par exemple. C'est pas très glamour en coulisses, mais j'adore cette vie-là. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'arrive à avoir une carrière aussi longue, c'est que je m'adapte vite quand je suis en vadrouille comme ça, voilà, ça aide. Donc oui, c'est pas facile, mais en tout cas, si c'est une vie qui tente certaines personnes, je peux vous dire que si c'était à refaire, je changerais rien. J'ai kiffé chaque course où j'ai fait Lièvre, chaque compète que j'ai faite et tous les déplacements. Donc si c'est ça que vous voulez faire, foncez. Tu sais déjà ce que tu veux faire après ta carrière ou tu préfères pas y penser? Je commence à y penser un peu plus depuis 2-3 ans et on y pense encore plus quand on n'a pas de sponsor. Il n'y a pas un job particulier qui m'intéresse. J'aimerais rester dans le monde du running, de l'athlé. L'athlé m'a tellement apporté, que ce soit pour ma carrière ou dans la vie, que j'aimerais pouvoir rendre au sport maintenant. Je sais pas si ce sera en bossant dans le marketing du sport, dans l'événementiel ou autre chose, mais en tout cas, c'est ce genre de choses qui m'intéressent. Tu peux nous parler des personnes qui ont joué un rôle important dans ta carrière? En premier, je dirais mon coach. C'est mon coach, mais c'est aussi comme un deuxième père pour moi. Et à certains moments, il a aussi été mon agent. Et donc, je lui dois vraiment beaucoup. Ça me plairait peut-être de coacher, mais pas au niveau universitaire, je pense. Je pense que je préférais coacher des athlètes pros. Donc oui, mon coach. Et après, c'est difficile de citer une personne en particulier. J'ai un ami qui travaille pour Under Armour, il bosse et court pour la marque. Ça m'a aussi beaucoup aidé de voir son parcours dans le sport de ce côté pro-là. Il m'a aussi mis en contact avec certaines personnes qui m'ont aidé dans ma carrière. Donc, c'est un de mes meilleurs amis depuis 15 ans maintenant. Donc, il a aussi joué un grand rôle. Donc, ouais, je dirais ces deux personnes-là. T'as des amis sur le circuit ou c'est difficile d'être ami avec des concurrents? Non, je suis super pote avec beaucoup de mes concurrents. Il y en a même à qui je parle tous les jours. Et c'est ça qui est marrant, qu'on court l'un contre l'autre. Je sais qu'ils s'entraînent dur pour réussir à ce niveau et ils savent que c'est pareil pour moi. Donc ok, on est adversaires sur la piste pendant 1 minute et 45 secondes. Mais en général, en dehors de la piste, on s'entend très bien. Je connais très bien beaucoup de coureurs de 800 du monde entier. Et ce qui est aussi sympa maintenant que je suis lièvre, c'est que j'apprends à connaître beaucoup de mecs sur le 1500 ou sur des distances supérieures. Et je suis sûr qu'ils t'adorent maintenant, vu que tu les aides à atteindre leurs objectifs. Ouais, c'est sûr que ça aide. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas sur toi? Peut-être des trucs qui n'ont rien à voir avec l'athlé? Je suis un grand fan d'Harry Potter. Ok. Des livres, des films. Mon chien s'appelle Neville, comme Neville long du bas. Donc oui, je suis un grand fan d'Harry Potter. Sinon, j'adore les activités en plein air, la randonnée par exemple. On vient d'emménager à la montagne, donc je vais pouvoir en faire beaucoup plus. Ça va être cool. J'aime passer du temps en extérieur de façon générale, que ce soit sur la piste ou ailleurs. Ah, donc tu vis en altitude? Ouais, on est à 5500 pieds ici, donc un peu plus de 1600 mètres. Il a fallu que je m'adapte d'ailleurs, ça n'a pas été facile. Surtout parce que je suis pas... j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les sorties longues, déjà au niveau de la mer. Donc là, en altitude, c'est encore plus difficile. Donc il a fallu que je m'adapte pour l'entraînement. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Ok. Ce podcast s'appelle Athlètes mondiaux, parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète?
Les gens que j'ai rencontrés. En premier, je dirais ça. Après, je dirais les endroits où je suis allé. Et les deux rejoignent le thème du podcast. L'athlé, c'est vraiment un sport universel. Dans mes meilleurs amis, il y a des gens du monde entier et je les aurais jamais rencontrés sans l'athlé. En athlé, tu rencontres tellement de gens géniaux qui ont des histoires incroyables et je pense que c'est ça qui fait que c'est un sport extraordinaire. C'est la diversité des parcours. C'est un truc que j'aime beaucoup. Sans l'athlé, j'aurais jamais rencontré toutes ces personnes et on serait jamais devenus amis. Je suppose qu'en étant sur le circuit, tu as parfois vécu des expériences un peu improbables. Est-ce que tu as par exemple déjà reçu des trucs un peu bizarres après une victoire? Parce que je sais que parfois certaines personnes reçoivent du fromage, de la confiture. Tu as déjà reçu des trucs comme ça? Je pense qu'il y a 3 ans, à Dessau en Allemagne, j'ai remporté le 800 et j'ai gagné un masque de plongée en apnée. Ok. En fait, c'était parce que le 800 était sponsorisé par un magasin, je me souviens plus du nom, mais c'était un magasin de produits de sport, donc j'ai gagné un masque de plongée en apnée. C'est probablement ça le truc le plus bizarre que j'ai eu à une compète. Je pense que j'avais aussi entendu une athlète raconter qu'à un meeting, elle avait eu une perceuse, parce que le sponsor de la compète, justement, c'était un magasin de bricolage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer? Non, pas vraiment. Pas vraiment, juste dire que l'athlé m'a tellement donné. Vraiment, si c'est un sport qui vous tente, qui vous fait rêver, foncez. Vous serez pas déçus. Vous allez apprendre tellement de choses sur vous-même et vous allez rencontrer plein de gens formidables et voyager dans des endroits super. L'athlé, c'est un sport tellement pur. Je dois beaucoup à l'athlé et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai rendre ce que ce sport m'a donné. Merci Eric. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci à Eric d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître le podcast à d'autres passionnés d'athlé. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous souhaitez soutenir Athlètes Mondiaux et me permettre de traduire davantage d'épisodes, vous pouvez faire une petite contribution à partir de 2 € via le lien Tipeee disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.